Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Cengiz Sayé, directeur général de Novacell, l'industriel verrier, premier fabricant de verre ophtalmique en France, viendra présenter son dernier bilan RSE. La France est-elle en retard sur les normes anticorruption? Les mesures de moralisation de la vie des entreprises sont-elles difficiles à mettre en œuvre? On en débattra tout à l'heure avec le directeur de l'agence française anticorruption et le directeur général de Global Risk Profile France. Et puis un guide de survie climatique à l'attention des gens normaux. C'est ce que je vous propose de découvrir dans Smart Ideas avec le journaliste Patrice Gascoin. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Cengiz Sayé, bienvenue. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Vous êtes donc le directeur général de Novacell. Votre métier, c'est le verre? C'est ça, c'est de fabriquer des verres de lunettes à destination des professionnels de l'optique que sont les opticiens. Vous fabriquez vos verres ophtalmiques en France. Oui. Où ça et pourquoi? Alors, où ça? À Château-Thierry, petite ville entre Paris et Reims, à 90 km de Paris. Nous sommes le verrier aujourd'hui, quasiment le dernier, qui fabriquons 100% de nos verres de prescription en France. Et pourquoi? Parce que c'est la vision de notre président fondateur, qui est encore à la tête de l'entreprise à presque 80 ans, qui ne voulait pas désindustrialiser l'Europe et à plus forte raison la France, et ne pas dépendre des marchés lointains. Je pense que l'année dernière, ça a étayé fortement sa vision. Oui, ça a pris une autre résonance, évidemment. Ça veut dire que c'est un savoir-faire qui se perd un petit peu en France? Ah, complètement. Alors, il y a beaucoup de verriers, puisqu'on s'appelle des verriers, qui fabriquent encore une petite ou une moyenne partie en France. Mais pour des raisons de coût, tout simplement, ils ont choisi, à un moment donné, de délocaliser, principalement sur des pays asiatiques. Alors, vous publiez votre dernier rapport RSE. On va rentrer évidemment dans le détail. D'abord, une présentation générale. Quelles sont les grandes lignes de ce rapport ? Alors, les trois axes fondamentaux que l'on a voulu établir il y a quelques années, c'est d'abord évidemment tout ce qui est lié à cette production française, avec comme mission première donc la préservation de l'emploi et la diminution de l'empreinte carbone. La deuxième, c'est la diminution justement des coûts énergétiques ou des coûts des déchets. Et le troisième grand pilier, ce sont les gestions humaines, que ce soit en interne ou en externe, nos clients, les patients et nos salariés. Ce sont les trois axes fondamentaux de ce bilan RSE. Et dans ce bilan, vous affichez des progrès sur ces dernières années? Oui, on est alors sur la partie fabrication en France, on continue à fabriquer tout en France malgré des contextes des fois compliqués, même si ça revient un petit peu d'actualité, entre autres avec l'impact de la Covid l'année dernière. Ça reste difficile de fabriquer 100% en France. Sur la partie diminution des énergies, on est extrêmement content parce que nous avions des objectifs à l'horizon 2023. Nous avons quasiment atteint dès 2020. Il faut savoir juste qu'on a la consommation électrique et de l'eau d'une petite ville de 5000 habitants. Dans une usine? Dans une usine. Ouais. On consomme 7 millions de kilowattheures, 53 000 mètres cubes. Et donc, on a réussi de diminuer quasiment de 50% la consommation d'eau et de 40% celle de l'électricité. Donc, déjà en 2020. Donc, oui, on est très fiers et très contents de ces résultats. Et avec des objectifs qui continuent à l'horizon 2023, notamment continuer sur le rythme d'une augmentation annuelle du chiffre d'affaires de 10%. Et alors, sur la consommation d'eau et d'électricité, il y a une ambition supplémentaire. Diminuer la consommation d'eau de 50%, diminuer la consommation d'électricité de 25%. Alors vous l'avez dit, c'est une industrie qui est gourmande en eau. Comment vous pouvez imaginer faire encore 50% d'économie de consommation d'eau en 2 ans? Là, c'est très rapide. Il y a une méthode assez simple. Déjà, on a fait le plus simple, c'est-à-dire la prise de conscience et les premiers efforts. Ça va toujours très très vite au départ. Prise de conscience collective, chacun sur des petits gestes du quotidien et sur des améliorations de machines, sur des compteur des états des lieux. La diminution future viendra de 2 étapes. L'amélioration encore des machines. Novacell investit près de 5 millions d'euros par an en machines outils, en machines professionnelles. Pour une entreprise qui fait 130 millions, c'est un gros investissement. Beaucoup, Et les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies qui vont permettre sûrement d'être moins gourmands en eau dans les années qui viennent. Donc ça suppose, vous avez en partie répondu, un budget de recherche et développement aussi pour tenir de tels objectifs. Oui, tout à fait. Donc en recherche et développement sur les machines, ça ce n'est pas dans notre cours, c'est dans la cour des fabricants de machines, bien sûr, qui aujourd'hui sont quasiment tous allemands, ce qui est dommage. Mais dans notre cours aussi, dans les
procédés que l'on va mettre en place pour justement fabriquer ces verres. Vous avez entièrement raison. Et pour me rendre compte, parce que vous le disiez, la fabrication de verre, elle est gourmande en eau. En 20 ans, il y a eu des économies gigantesques qui ont pu être faites. En 20 ans, non. Non, c'est plus récent que ça. C'est plus récent. Ouais. Je pense que tout le monde a pris conscience entre 5 et 10 ans. Nous, cette prise de conscience a eu lieu il y a 5 ans, de la nécessité de faire des efforts au quotidien sur l'eau, mais sur le reste, l'électricité et les déchets. Je pense que si on ne s'aperçoit pas que la planète est en danger et qu'on a des efforts à faire, on n'y arrivera plus. Et puis, ces efforts viennent aussi, il ne faut pas se le cacher, des économies que font les entreprises, parce qu'il y a un fort volume d'investissement nécessaire, mais les économies au quotidien liées à cette diminution des énergies est fondamentale. Donc non, il y a eu, pas depuis 20 ans, mais depuis 5-10 ans, cette prise de conscience des industriels en France. Ce qui se passe à l'étranger est des fois un petit peu plus compliqué. Ça veut dire que vous avez des concurrents qui produisent des verres ophtalmiques et qui ne respectent pas ces normes-là. Oui, probablement. Alors, des concurrents ou des sociétés, il n'y a pas que des concurrents français. Les verres ophtalmiques se vendent partout dans le monde, mais il est probable que des sociétés ne respectent pas autant les attentes de développement durable que ce qu'on peut voir en France ou en Europe. Oui. Mais ça, c'est un argument important pour le consommateur, qui est de plus en plus attentif à ça. Donc, alors, je ne vais pas citer de pays, mais quel message vous pouvez leur faire passer sur la différence entre le Made in France et des verres qui viennent de beaucoup plus loin? Alors déjà, nous sommes Origine France Garantie. Donc c'est encore un label supplémentaire. Voilà, l'Origine France Garantie, c'est que entre 50% et 100% de la valeur intrinsèque du produit est fabriquée en France. Le Made in France, des fois, a quelques petites variations. Ça peut être juste l'assemblage, oui. Par exemple. Mais ce qu'on peut dire, c'est 3 choses. C'est que d'abord, de produire en France pour livrer en France, on diminue considérablement l'empreinte carbone. C'est logique. On fait un transport de 1000 km maximum, alors qu'on en fait peut-être 5000 ailleurs. C'est qu'en France, on respecte les droits de l'Organisation internationale du travail. Les 8 piliers fondamentaux, alors je ne m'en souviens pas, mais il y a le travail des enfants, l'esclavage, etc. Ça paraît aberrant en 2021 de parler encore d'esclavage, mais c'est le cas dans certains pays. Et c'est tout simplement, nous payons nos impôts en France, nous investissons donc en France dans la R&D, nous développons l'emploi en France. Donc acheter en France, c'est garantir la bonne fabrication du produit et le devenir d'un pays. Donc c'est fondamental. Oui. Et vous réussissez à maintenir des prix d'achat pour les consommateurs qui sont compétitifs malgré tout? C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça passe par une seule chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'automation, c'est d'être toujours au summum des technos, parce qu'une machine, qu'on l'achète en France ou en Thaïlande, le prix est le même, c'est d'optimiser la technologie pour avoir le moins possible l'impact de la taxe sur le travail que l'on connaît tous en France. Voilà. Et de permettre à nos salariés, parce que malgré que l'on a, ça j'insiste, que l'on ait automatisé considérablement Novacell, on a continué à augmenter notre masse salariale en faisant faire aux gens des tâches à valeur ajoutée plutôt que simplement des choses que les robots peuvent faire. Donc c'est par ce biais-là que l'on peut... que l'on peut rester compétitif. Consommation d'électricité, j'aurais qu'on fasse un petit focus là-dessus aussi, puisque l'objectif c'est 25% de baisse d'ici 2 ans. Là aussi, le comment? Même chose. Alors, il faut savoir qu'on a déjà diminué considérablement, puisque, alors ça parlera peut-être pas, mais pour fabriquer un verre, on utilisait quasiment 3 kWh il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 1,70 kWh. Donc, on a déjà diminué. Même principe. C'est les machines aussi qui C'est les machines. Et c'est plein de gestes au quotidien. C'est d'avoir remplacé des éclairages normaux par des éclairages LED, 2 fois moins énergivores. C'est de donner l'habitude aux gens d'éteindre leurs... Ça paraît tout simple, mais c'est énorme d'éteindre leurs ordinateurs en partant. Que ceux qui ne le font pas, on coupe arbitrairement après une certaine heure. C'est de vérifier que la théorie sur les machines de consommation est bien réelle. Et c'est encore et encore la R&D pour fabriquer des verres le moins cher possible en électricité. Vous menez aussi des actions de solidarité. J'ai vu ça avec l'Optocar. C'est quoi l'Optocar ? Alors l'Optocar, c'est un joli projet qu'on a eu il y a quelques années avec des collaborateurs. En 2 mots, parce qu'en fait, ça a été un peu dévoyé. On s'est aperçu par un de nos collaborateurs que son fils de 9 ans était myope et que personne s'en était aperçu. Pour quelqu'un qui travaille dans l'optique, voilà. Les cordonniers, les plus mal chaussés. Et on s'est dit, et on s'est aperçu qu'avec nos enfants, oui, là, le dépistage visuel à l'école se fait peut-être pas comme il se doit. Donc on a dit, on peut aujourd'hui mettre en place des unités mobiles de dépistage visuel qu'on va mettre à disposition des écoles pour aider la médecine scolaire à dépister. Alors il y a eu des soucis parce que la médecine scolaire veut encore, pour le moment, rester sur elle-même. Donc on a un petit peu dérivé vers du dépistage dans des zones un peu orphelines d'OFTA.
avec des partenaires opticiens pour aller en région gratuitement dépister les patients qui n'ont pas eu ni la possibilité depuis longtemps, ni tout court de le faire, leur défaut visuel. C'est assez génial. Ouais. Vous donnez des verres aussi. J'ai lu dans votre bilan 45 000 verres d'optique donnés en 2019. Ça a continué peut-être l'an dernier. On le fait depuis longtemps. On augmente. C'est soit à des écoles pour former les futurs opticiens, soit à des associations qui vont faire du dépistage et du don de montures et de verres dans des pays en Afrique, en Europe de l'Est. Enfin, c'est pour soutenir ces associations. Donc oui, on trouve normal à ce moment-là de participer à cet effort, soit de formation pour les étudiants, soit d'aider les associations. Merci Genki Sayeh. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur la compliance, comme disaient les anglo-saxons, la lutte contre la corruption en entreprise. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Où en est la France dans la mise en œuvre des mesures, des normes anticorruption, ce que les anglo-saxons appellent la compliance? C'est ce dont on débat tout de suite avec Charles Duchesne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de l'Agence française anticorruption. Et puis avec nous en visioconférence, Pierre Memelde, le directeur général de Global Risk Profile France. Bonjour Monsieur Memelde, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, très bien. Bon, la liaison est bonne, parfaite. Charles Duchesne, je commence avec vous. L'Agence française anticorruption a été créée en décembre 2016. Avec quelle mission, en quelques mots? Parce que vous pourriez prendre une heure pour le décrire, mais en quelques mots, vous diriez quoi? Alors la loi du 9 décembre 2016 a créé notamment pour les entreprises, mais également pour l'ensemble, pour les grandes entreprises, au moins 500 salariés, de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et pour l'ensemble des administrations de l'État, pour simplifier, une obligation de conformité qui leur impose donc de mettre en œuvre des mesures et procédures pour prévenir et détecter la corruption au sens large, c'est-à-dire trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, favoritisme, détournement de fonds publics, concussion, toute la litanie du code pénal. Dans ce contexte-là, le législateur a créé notre agence qui a pour mission globale, pour philosophie générale, d'aider les personnes qui y sont confrontées à régler leurs difficultés en matière de prévention et de détection de la corruption, mais également qui a pour mission de réaliser des contrôles auprès des grandes entreprises et auprès de l'ensemble des administrations pour s'assurer que les nouvelles obligations qui leur sont faites par la loi sont bien respectées. Oui, donc c'est conseil, contrôle et éventuellement sanctions. J'ai vu qu'il y avait assez peu de sanctions dans la jeune histoire de l'agence. Oui, alors il y a assez peu de sanctions parce que nous avons à peine 4 ans d'existence, nous avons une centaine de contrôles réalisés et nous avons surtout eu à cœur dans un premier temps d'être plutôt pédagogue et d'inciter les entreprises et les administrations à faire plutôt que de sortir d'emblée l'artillerie lourde et de saisir la commission des sanctions. Il y a eu en effet depuis notre création 2 dossiers qui ont été soumis à la commission des sanctions. Pierre Memelde, l'agence, l'existence, la création de cette agence française anticorruption, en quoi ça a éventuellement, bouleversé votre travail et 2, éventuellement, en quoi ça vous aide à faire passer des messages auprès des chefs d'entreprise? Ça nous aide effectivement aujourd'hui parce qu'il y a un cadre légal dans lequel nous pouvons agir, dans lequel nous pouvons accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des obligations de la loi Sapin 2. Mais nous avons vu ça comme une opportunité parce qu'en fait, l'Agence française anticorruption, à mon sens, mais je pense que M. Duchesne me suivra, est aussi là pour aider les entreprises dans un environnement international parfois très corrompu. Donc l'Agence française anticorruption fait des contrôles, mais également conseille les entreprises pour leur développement international. Enfin, pas directement pour leur développement international, mais pour les accompagner dans cet environnement corrompu. Mais Pierre Memelde, ça veut dire que cette loi Sapin 2, qui est la loi dont vous parliez tout à l'heure, décembre 2016, elle oblige les entreprises à s'adapter, et 2, est-ce que l'adaptation est si simple que ça? Alors ça, c'est de mon point de vue, on en discute souvent avec nos clients. L'adaptation n'est pas si simple parce que c'est une remise en question de tout un tas de processus de décision et d'information au sein des entreprises, de changement de ligne de commandement vis-à-vis vers la compliance qui doit recevoir les informations des différentes business units et filiales à l'international sur les sollicitations qu'elles peuvent éventuellement recevoir en matière de corruption, et ça crée un nouveau canal d'information avec des volumes assez importants à traiter pour les entreprises. On parle de milliers, dizaines de milliers de tierces parties contractuelles.
Donc, il y a quelques petits enjeux organisationnels et informationnels, mais nous sommes là pour les aider dans ce sens. Charles Duchesne, on en est où justement de l'adaptation? Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais sur les entreprises concernées, combien se sont mises en conformité avec les obligations de la loi Sapin 2? Alors évidemment, ça m'est difficile de répondre parce que nous n'avons pas épuisé, j'allais dire, la totalité des acteurs qui sont assujettis, c'est-à-dire ces grandes entreprises. Je vous parle simplement des entreprises. Ouais. Ce que l'on peut constater quand même, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, lesquelles grandes ou petites d'ailleurs, ont bien compris ce qu'elles devaient faire et qu'elles font des efforts réels et sérieux pour se mettre en conformité. Avec toutefois certaines difficultés pour la mise en œuvre de certaines mesures, notamment la mesure essentielle qui est celle de la cartographie des risques, qui est le socle de l'antidispositif, puisqu'on est face à un système, si vous voulez. Si je pose sur la table un remontoir, 3 roues dentées et 4 ressorts, ça ne fait pas une montre. Tout ça, il faut le coordonner, si vous voulez. Et puis, il faut le remonter. Alors, le remonter, c'est la volonté de l'instance dirigeante, si vous voulez. C'est l'impulsion de l'instance dirigeante, le remontoir. Pour le reste, les entreprises, en tout cas celles qui sont les plus en retard, ont tendance à essayer de mettre en œuvre un dispositif en adoptant ça et là telle ou telle mesure. Et évidemment, c'est bien, c'est mieux, mais ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas parce que comme il y a un aspect systémique, il faut commencer par évaluer ces risques. Mais ça suppose une réorganisation pour certaines entreprises. Quand vous dites qu'il faut d'abord cartographier les risques et ensuite il faut se réorganiser. Sans être provocateur, je ne dirais pas que ça suppose une réorganisation, ça suppose tout simplement une organisation. Parce qu'en réalité, ce qu'on propose, c'est de l'organisation. Oui. C'est de l'organisation et qui est vécue dans un premier temps, évidemment, comme une contrainte légale supplémentaire, et parfois mal vécue, et je le comprends. Mais c'est aussi une organisation, et ça repose, tout ça repose largement sur le contrôle interne, si vous voulez. Et ça a des effets en termes de prévention de la corruption, mais ça a aussi des effets en termes de bon usage des moyens, bon usage des deniers, etc. Donc, si vous voulez, ça impose une vraie réflexion sur ce qu'on fait. C'est une approche par le risque et qui s'applique par une analyse des processus, que ce soit des processus métiers ou des processus support. Et donc, ce travail n'est pas perdu, j'allais dire. Oui. Pierre Memel, de la cartographie des risques, c'est votre métier chez Global Risk Profile. Quels sont les risques principaux ? Si vous deviez les citer là, comme ça, spontanément, les 2-3 risques principaux. Et à l'origine, nous sommes spécialisés sur les enquêtes sur les sociétés, c'est-à-dire que nous travaillons déjà dans le domaine de la compliance depuis avant la loi Sapin 2. Ce qui a changé, donc, comme dit M. Duchesne, c'est une organisation, et nous mettons à disposition des outils de visualisation de la cartographie des risques au sens géographique. Quels sont les pays où il y a le plus de risques pour les entreprises à exercer leur métier? Donc c'est des pays qui ressortent principalement, c'est ça? Plus que hélas, des styles de risque? Oui, il y a des indices de risque que nous avons mis en place, un sur la partie anticorruption, l'autre sur la partie ESG, devoir de vigilance. Et on voit clairement que le monde entier a à peu près toujours les mêmes couleurs, avec les pays occidentaux qui essayent d'être les bons élèves. Et là, des pays d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Afrique ou d'Amérique du Sud, qui eux ont un peu plus de mal à mettre en place les normes internationales en la matière. Charles Duchesne, est-ce que vous êtes en train de créer une sorte de jurisprudence qui peut être attendue par les entreprises d'ailleurs? Je l'espère. J'espère en tout cas que nous allons contribuer à une régulation, si vous voulez. Notre objectif n'est pas de créer des contraintes aux entreprises. Moins nous en créerons, mieux ça vaudra. Il faut leur laisser faire leur métier. Leur métier, c'est pas de faire de la conformité. Mais aujourd'hui, on n'est plus en France. On travaille à l'international. Même les entreprises qui travaillent en France se frottent à un moment ou à un autre à l'international. Et donc, il faut prendre en compte les réalités et il faut les prémunir contre tout risque. Les risques nationaux, mais également les risques internationaux. On a beaucoup parlé des sanctions prononcées par certains États étrangers. Donc, notre objectif, si vous voulez, c'est de faire passer cette culture du risque qui commence évidemment par l'identification du risque, qui tient effectivement, comme ça vient d'être dit, au secteur géographique d'exercice, qui tient aussi au secteur d'activité, mais qui tient également... Ça veut dire qu'il y a des business qui sont plus à risque que d'autres. Qui sont plus risqués que d'autres, naturellement. Par exemple je ne sais pas, le bâtiment, les travaux publics, sur un plan domestique, c'est risqué, sur un plan international également. Les
les industries d'extraction, mais même les transports, l'armement. Enfin, si vous voulez, partout où il y a de l'argent, partout où il y a des transactions, partout où il y a des flux, il y a des risques de corruption. Bon, alors il est vrai que selon le secteur d'activité ou le lieu d'exercice, ces risques peuvent être accrus, mais il faut quand même partir, et c'est ça que nous essayons de faire passer, de faire comprendre, c'est que les risques sont propres à l'entreprise. On ne peut pas copier-coller la cartographie d'un tiers, ou même s'il exerce la même activité. Il convient d'analyser finement ces processus. Un guichetier à la préfecture qui reçoit des demandes de titre de séjour, c'est une zone de risque. Ouais. Pierre Memel, la compliance, la mise en conformité avec la loi, est-ce que c'est aussi un outil de guerre économique ? Ça, c'est un concept qui suscite de nombreux débats. La réponse est oui, parce que vous avez des pays qui n'appliquent pas les normes internationales en matière de lutte anticorruption et leurs entreprises n'hésitent pas à corrompre, je n'en citerai aucun, mais les cas sont connus. Et vous avez des pays qui utilisent l'arme du droit pour aider leurs entreprises dans la concurrence internationale. C'est le cas en particulier des États-Unis, qui est souvent évoqué dans le cadre de la guerre économique. L'opportunité de la loi Sapin 2 et donc un des rôles de l'Agence française anticorruption, c'est justement d'être un acteur français au service des entreprises françaises dans le cadre de cet environnement international où tout le monde ne suit pas forcément les mêmes règles du jeu. Donc ça devient en tout cas, la compliance, si on fait bien les choses, devient à mon sens un outil également de compétitivité, puisqu'on peut dire aux acteurs internationaux, nous respectons les règles contrairement à nos concurrents de tel ou tel pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore employé tel que, puisqu'on est encore en phase de mise en place de la loi. Est-ce qu'il a fallu tenir compte, est-ce qu'il faut tenir compte dans votre travail, Charles Duchesne, justement des règles imposées par les États-Unis ? Alors, je crois qu'il y a une porosité, vous voyez, entre la compliance made in USA et ce qu'on a mis en place en France. Je crois qu'il faut tenir compte de ce qui se passe autour de nous, parce que comme je viens de vous le dire, on ne travaille plus en France, on travaille à l'international, quelle que soit son activité aujourd'hui. Je pense en revanche qu'il ne faut pas chercher à se travestir, il ne faut pas vouloir singer les Américains. On a adopté un certain nombre de mesures qui nous permettent de parler aux Américains. Je pense notamment à la Convention judiciaire d'intérêt public, qui non seulement est un mode de règlement transactionnel d'affaires pénales, et qui permettent d'assurer la survie économique de l'entreprise, et c'est très bien. On a enfin compris que le droit n'était pas une fin en soi, un art pour l'art, mais que c'était un instrument au service de la société. Mais il ne faut pas singer, si vous voulez. C'est également un instrument fabuleux pour parler avec les Américains ou avec les étrangers, parce que ça permet de faire des règlements concertés et concomitants. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires qui sont notoirement connues, comme Airbus, par exemple. Mais il ne faut pas vouloir transposer en France le système américain. Je trouve que c'est une absurdité, et je trouve qu'on s'affaiblit parce qu'on ne convainc personne en faisant ça. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat dans Smart Impact. Tout de suite, je vous propose tout simplement un guide de survie climatique. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec un livre à découvrir, ce guide de survie climatique à l'attention des gens normaux, publié aux éditions Massot. Bonjour Patrice Gascoin. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous avez écrit ce livre avec Cyril Ariel. Pourquoi ? Vous vous sentiez un peu perdu parfois ? Bah oui, vous savez, un journaliste, c'est déjà curieux par défaut, par nature. Un journaliste média, qu'est-ce qu'il observe ? Il y a une étude de l'INA qui est sortie qui montre que les sujets en rapport avec l'environnement, ils ont doublé en 20 ans. Ils sont plus nombreux, ils sont plus longs. Donc il y a une vraie prise de conscience déjà médiatique. Et puis on le sent dans la vie de tous les jours. On voit bien qu'on est tous très concernés, de plus en plus concernés. Il était... Puis il n'y avait pas vraiment encore de guide de survie climatique. Et cette petite phrase en dessous, à l'attention des gens normaux, parce qu'effectivement, vous le voyez, je ne suis pas... Oui, vous et moi, on fait partie des gens normaux. Un petit peu un athlète quand même. Bien sûr, c'est gentil. Mais moi, je fais partie de ces gens normaux. Ouais. Et des guides de survie, il y en avait, mais qui est cette approche un petit peu plus grand public, il n'y en avait pas encore. Vous listez ces risques climatiques, les canicules qui se multiplient, la montée des eaux sur certains littoraux, les tempêtes plus violentes. Est-ce qu'on est tous concernés ? Eh bien, on est de plus en plus concernés. On l'observe au quotidien. On a vu qu'on a passé une année 2020 qui a été une des plus chaudes depuis ces 10 dernières années. On vient de passer un hiver, malgré quelques coups de froid, globalement un des plus doux aussi. Moi, je prends par exemple une région qui m'est chère, c'est la Normandie. C'est une région, parce que c'est là d'où je viens, on estime que la hausse des températures d'ici à 2100 sera entre 2 et 4 degrés. Les répercussions, c'est quoi ? C'est
moins de pluie l'été, moins de pluviométrie, baisse de la pluviométrie, plus de pluie, plus forte en rafale l'hiver, donc des inondations, des crues, etc., avec plein de répercussions qu'il peut y avoir derrière. Donc moins de pluie, ça veut dire baisse des niveaux d'eau, quand vous savez tous les sites Céveso qui sont en bord de Seine, et l'importance de l'eau et des flux, des fleuves pour pouvoir impacter, on est sur Smart Impact, on sait que l'eau est ô combien importante pour ces sites-là. Des risques d'inondation, ça veut dire que nos zones d'eau, de récupération dans les nappes phréatiques peuvent être contaminées par tout ce qui va couler du sol. Donc il y a plein d'impacts. Oui, c'est pas chez les autres. L'hiver, alors dans le livre, il y a des conseils un peu saison par saison. On est encore en hiver, donc j'ai feuilleté le chapitre qui est consacré. Vous avez 2-3 astuces à nous proposer ? Le froid, regardez ce qui vient de se passer au Texas quand même il y a quelques semaines. On est aux États-Unis, on n'est pas dans un pays sous-développé. États-Unis, État un peu chaud, énorme vague de froid et tout pète. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Et quand vous avez moins 15 degrés dans l'appartement ou dans la maison, il y a un vrai problème. Donc on essaie de donner des clés. On a été voir avec Cyrielle, Ariel, on a été voir ceux qui ont déjà vécu finalement ces situations-là. Des aventuriers. Voilà, des aventuriers, mais aussi pour la chaleur, ça peut être un Touareg, pour la chaleur, pour le froid, ça peut être un Sherpa. Et voir un petit peu quelles petites solutions concrètes, pratiques. Alors il y a du plus simple, vraiment du basique avec un médecin, c'est-à-dire comment respirer par exemple par rapport au froid. Donc plus on va privilégier le nez plutôt que par la bouche. Mais ça peut être aussi un truc tout simple, c'est que par exemple quand vous avez froid, vous prenez une bouillotte de temps en temps. Non, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de bouillotte, mais allons-y, admettons. On a un peu tendance à la mettre sur les pieds, mais c'est une erreur. Il faut la mettre là où il y a le plus de vascularisation, c'est-à-dire au niveau des cuisses, pour que ça irrigue tout le corps. Bon, ça c'est les trucs un peu simples. Sympa. Après on a des choses qui sont un peu plus mais là le temps file, il y a 1 minute 30, vous êtes venu avec des objets. Par exemple, à la fin on vous met une trousse de survie climatique un peu idéale qu'il faut avoir. Donc par exemple dans laquelle vous pouvez avoir une couverture de survie simple. Par exemple, ça rappelle le marathon de Paris, on vous donne ça juste après l'arrivée. Ça peut être pas mal quand il fait moins 15 dehors d'avoir éventuellement ça avec vous, des duvets très chauds, des vêtements très chauds. Ça c'est une gourde un peu particulière, c'est qu'en cas de problématique pour s'approvisionner en eau, celle-ci elle permet de filtrer n'importe quelle flaque d'eau que vous pouvez avoir et de la rendre consommable. Il y a un procédé qui a été étudié avec la NASA qui fait que du coup vous pouvez boire ça et ça peut dépanner en flux. Mais il y a plein de petits conseils. Par exemple, je ne sais pas si vous mettez vos clés, vous avez l'habitude par exemple de mettre vos clés. Est-ce que vous avez un double chez quelqu'un d'autre? Je ne vais pas vous raconter. Mais c'est oui, j'ai ça. Voilà, il faut faire la même chose avec des papiers, vos papiers d'identité, vos papiers de santé, quelques éléments très importants qui font que si jamais vous êtes obligé de fuir votre maison, que ça a été détruit, que vous ne pouvez plus rentrer dedans, vous aurez des petites astuces pour pouvoir les récupérer et gagner du temps dans ce mode de survie. Donc voilà, c'est plein de ça. Il y a un petit côté Castor Junior qui parlera aux ados que vous avez été, que nous avons été. Et ainsi, voilà, vous pourrez picorer ce livre et tous ces conseils de survie. Merci beaucoup, Patrice Gascoin. C'est donc le guide de survie climatique à l'attention des gens normaux et c'est publié aux éditions Massot. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Un plaisir comme tous les jours qu'on peut renouveler demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart ou alors à toute heure sur bismart.fr, la chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.